des commentaires et des préconisations. Et je remercie vraiment l'ensemble des commissaires de cette commission pour le travail toujours d'une grande qualité, comme l'est aussi le travail au sein de la commission des transports de cette maison. Le rapport qui vous est présenté aujourd'hui, il y a évidemment plusieurs dominantes. Cependant, ce que l'on peut retenir, c'est que tout cela est la mise en œuvre de la feuille de route que nous avons présentée au mois de décembre l'année dernière, c'est-à-dire il y a que quelques mois. Et si j'avais à rappeler quelques éléments de cette feuille de route, c'est en 2 chiffres d'une certaine manière, c'est les 5,7 milliards prévus en termes d'investissement et la volonté en termes de choc d'offres de passer de 220 000 à 300 000 voyageurs jour, ce qui fait effectivement un gap, ce qui fait une marge considérable, puisque en si peu de temps, jamais nous n'aurons franchi une telle évolution, ce qui est un véritable défi en soi. Et les 5,7 milliards, et en particulier sur le matériel, je rappelle aussi que c'est une évolution considérable de l'investissement, c'est du x2 par rapport au mandat précédent et x4 par rapport au mandat avant que nous soyons à la tête de cette collectivité, x4. Je rappelle d'ailleurs que ce x4, qui était l'illustration aussi d'un sous-investissement pour la région, fait qu'à l'époque, et d'ailleurs vous avez fait référence, mais je pense que vous n'avez pas réactualisé vos données au niveau pendant le débat budgétaire, en 2016, l'UFC Que Choisir avait classé en dernier la région Auvergne-Rhône-Alpes et Rhône-Alpes en particulier en termes de régularité. Et cette année, vous l'avez certainement constaté, nous sommes en milieu de tableau avec une progression très forte. Et quand nous regardons effectivement cette évolution, et en particulier pour les grandes régions ferroviaires que nous sommes, et nous sommes la plus grande région ferroviaire en dehors d'Île-de-France, nous sommes la plus forte progression en termes d'amélioration de la qualité de service. Et petite parenthèse pour faire écho aussi au débat budgétaire, quand je regarde les régions qui sont dans le bas de tableau, c'est pratiquement toutes les régions qui ont le plus fort taux d'endettement, ce qui montre bien que des surinvestissements et de la mauvaise gestion, ce n'est pas non plus un gain de régularité pour les trains. Et ça, c'est important quand même aussi de le souligner. Donc on peut être fier de la politique menée et on peut être fier de l'ambition que nous portons collectivement dans cette collectivité pour le ferroviaire. Cette ambition, elle se traduit sur plusieurs sujets. D'abord sur effectivement le volet et sur le CPER. Le CPER a déjà été évoqué à plusieurs reprises, plusieurs fois évoqué aussi au niveau de la presse. Je voudrais simplement évoquer des éléments de méthode. Aujourd'hui, vous l'avez rappelé, Président, au niveau du rapport Césaire, nous avons signé uniquement un cadre général. Maintenant, il va falloir décliner ce cadre au niveau de chaque territoire. C'est pour ça que j'ai été étonné de lire d'ailleurs ici ou là dans des déclarations qu'il manquait telle chose ou telle chose. C'est logique, il n'y a eu aucune déclinaison sur aucun des territoires. Et cette déclinaison, nous allons commencer à l'opérer, puisque les réunions dans 12 départements coprésidés par la région et l'État vont débuter dans quelques jours, ce qui va nous permettre de consolider un document qui devra lui-même être expertisé par la haute autorité environnementale, et nous pourrons déposer ensuite et présenter ensuite le rapport, et ce qui va nous amener évidemment dans la fin du 2e semestre 2025 malheureusement, mais les procédures administratives sont de plus en plus lourdes et catastrophiques, donc pour la présentation du CPER définitif. Mais c'est vrai que cette étape de la haute autorité environnementale est un véritable boulet dans l'ensemble de nos procédures. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est cette même autorité environnementale qui nous conduit à avoir 9 rames Régio2N toutes neuves dans des garages, alors que des gens attendent sur les quais, puisqu'on prend 2 ans de retard sur l'atelier de maintenance de Saint-Étienne, et c'est un véritable scandale que vous avez oublié aussi au niveau de l'opposition de pointer, que d'avoir des rames, d'avoir acheté des rames, d'avoir anticipé, mais de ne pas pouvoir les faire rouler à cause d'une autorité et d'un monsieur dans un bureau qui est complètement déconnecté des réalités de terrain. Concernant le protocole CPER, rappelez aussi que l'essentiel et plus de la moitié de ce protocole CPER est un protocole qui est concentré sur les mobilités collectives. Vous le voyez avec le ferroviaire et les SERM, avec 54%
10% consacrés à ces mobilités collectives, et puis la répartition, puisque là aussi c'est important, on assume le fait de mettre une part non neutre, et je remercie le Césaire de l'avoir souligné, et d'être dans cette même philosophie de ne pas opposer les mobilités. Nous sommes bien la collectivité qui voulons développer tous les types de mobilités. Il n'y a pas les bonnes et les mauvaises mobilités. Il y a des mobilités qui sont globalement qu'il faut qu'elles soient décarbonées, mais selon les territoires, il n'y a pas les bonnes et les mauvaises mobilités, et c'est pour ça, et ça représente bien ce camembert, cette volonté. Les chiffres, vous les connaissez, vous l'avez rappelé, Président, au niveau du Césaire, si je passe à la slide suivante, ce CPER représente à ce stade-là, dans la partie cadre, sur la partie État-région, 1 milliard 380 millions, soit un investissement moyen annuel de 276 millions. Pour mémoire, c'était environ 121 millions sur la période 2007-2013, et c'est passé en annuel, et c'est passé sur un investissement moyen annuel d'environ 249 millions sur la période suivante. Donc ce CPER, comme je l'ai dit tout à l'heure, on en est que, entre guillemets, à mi-parcours de la discussion et de la négociation, à partir du mandat cadre fixé par le gouvernement à la préfète de région, à partir des négociations, et maintenant nous allons développer les déclinaisons locales. Concernant les SERM qui sont aussi présents effectivement dans ce rapport, ce chapitre sur les SERM montre bien la volonté de notre collectivité pour développer un véritable choc d'offres et d'être à la pointe au niveau national sur ce choc d'offres et le développement des transports du quotidien. Quand on regarde cette carte au niveau national, elle est extrêmement parlante, je trouve. Un quart des SERM français se trouveront au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et quand on regarde l'ambition des autres régions, il y a en moyenne un SERM par région, quand on en aura donc 6 au niveau de notre région, ce qui, quand on regarde sur la slide suivante, représente là aussi une volonté très forte, puisque l'on va couvrir en termes de bassin de population environ 6 millions d'habitants sur les 8 millions que compte la région Auvergne-Rhône-Alpes. Là aussi, c'est une traduction de cette volonté à l'horizon 2035 d'apporter un choc d'offres dans la philosophie des SERM, sans opposer les mobilités et les modes de mobilité, mais bien en se focalisant sur apporter surtout une solution de mobilité à chacun et pour ces 6 millions d'habitants. Ça va aussi, là aussi, se traduire. On va être l'un des premiers territoires en France à amorcer aussi le dispositif en termes de convention avec la SGP, puisque nous allons signer dès la commission permanente de demain, la première convention SGP avec Grenoble. Nous avançons avec la métropole de Grenoble vraiment main dans la main sur ce dossier. Nous partageons et nous avons une dynamique commune, et j'espère que toutes les autres agglomérations, toutes les autres métropoles, nous pourrons signer et passer ces conventions au mois de décembre. Ce qui est aussi un travail considérable. Là aussi, je le redis, ça veut dire qu'on aura passé 6 conventions d'ici la fin de l'année, quand les autres régions ne travaillent que sur une convention et qu'elles ne sont pas encore passées. Ça montre bien, je le dis, j'insiste, notre volonté pour traduire ce choc d'offres pour l'ensemble de la population. Ces conventions vont nous permettre de finaliser, de coordonner entre les différentes autorités organisatrices les ambitions en termes de choc de mobilité à l'horizon de 18-24 mois, et de traduire tout cela après financièrement et en termes de services. L'idée étant de ne évidemment pas perdre de temps non plus dans les études pour que tout ça puisse se traduire en services rapidement et être conforme à notre volonté de ce choc d'offres à l'horizon 2035. Ensuite, vous avez dans le rapport, mais on en a là aussi débattu sur la slide suivante, je ne sais pas si on l'a, non. Vous avez aussi dans le rapport tout un volet sur la sécurité, la priorisation sur la sécurité dans les gares, qui font partie aussi des éléments majeurs. Je rappelle, et ça a été traduit, certains ont fait référence au rapport que nous avons demandé à la Chambre régionale. Ce rapport montre bien aussi que le souci de la sécurité pour le report modal, c'est-à-dire pour que les gens abandonnent leur voiture pour aller dans des transports collectifs, le souci de la sécurité est prioritaire. La Chambre régionale l'a souligné, et toute la politique que nous souhaitons développer, c'est justement que l'on puisse
aborder et entrer dans des transports en commun de manière sereine. Et c'est ce que l'on a expérimenté déjà dans une première gare à Valence, avec des résultats, par la mobilisation collective de l'ensemble des acteurs, des résultats significatifs. Et c'est ce que nous voulons évidemment élargir à de plus en plus de gares, et en particulier les gares où il y a, on pense, une nette amélioration possible. Et vous avez les chiffres sur Valence, qui était la gare expérimentale, où on est passé de la 3e gare en termes de délinquance, ou en tout cas de faits remarqués d'incivilité et de délinquance, à la 7e gare au niveau régional. On a eu un déclassement en moins d'un an, ce qui fait de moins 51% de faits de délinquance et d'incivilité dans cette gare, donc ce qui est évidemment significatif, et l'extension, vous l'avez sur la slide suivante, est évidemment dans le rapport. Tout ça pour dire que tous ces rapports, et ce rapport qui est extrêmement volumineux, avec beaucoup d'aspects que je n'ai évidemment pas évoqués, mais qu'on évoquera probablement dans les débats et au moment des débats sur les amendements, montrent cette volonté, démontrent cette volonté. Ça commence, et toutes les politiques qui sont menées maintenant depuis 9 ans commencent à porter leurs fruits en termes d'amélioration de la qualité de service, comme le démontre le rapport UFC Que Choisir, contrairement à d'autres régions. Et effectivement, sur les retards, et non pas, et en tout cas sur les difficultés de la mise en œuvre sur les investissements, je conclurai là-dessus, parce que c'est des débats qu'on aura aussi certainement. Je le redis, je regrette d'avoir 9 rames, l'équivalent de 9 rames qui dorment dans les garages à cause d'une autorité environnementale. Je regrette effectivement, comme le note la Chambre régionale, que si on améliorait encore, et j'insiste, et on travaille avec la SNCF pour qu'ils améliorent la productivité dans les centres de maintenance, puisque en améliorant de simplement quelques points le travail des ateliers de maintenance, ça serait l'équivalent de 20 rames que l'on pourrait réinjecter. Donc vous avez déjà 9 rames qui dorment dans des garages à cause de la haute autorité, 20 rames que l'on pourrait améliorer, évidemment, si on améliorait la productivité des centres de maintenance, mais j'ai noté que vous aviez oublié de le souligner dans le rapport de la Chambre. Et puis, dernier point, et c'est important, il est toujours plus facile de prévoir la météo d'hier que la météo de demain. Je note effectivement que ce rapport, et le fameux rapport, dit que nous aurions dû anticiper la radiation en urgence qui nous est tombée dessus du jour au lendemain de près de 15 rames Z2 pour des raisons d'amiante. Moi, je me félicite que certains étaient en capacité d'anticiper quelque chose qui nous est tombé dessus du jour au lendemain, mais en ce qui me concerne, je ne sais pas, je sais facilement prévoir la météo d'hier et plus difficilement prévoir la météo du mois prochain. Merci en tout cas pour tous ces débats, et croyez bien qu'il y a une volonté et que nous allons continuer, et que nous serons dans les mois à venir conformes à notre feuille de route Horizon 2035.